La plupart croient que le silence est absence, mais ce n'est pas le cas. Le silence, lorsqu'il est maîtrisé, est une présence qui pèse, qui dérange, qui fait trembler plus que 1000 mots. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. Le pouvoir de celui qui n'a pas besoin de crier pour imposer le respect. Le pouvoir de celui qui garde ce qu'il ressent, non pas par peur, mais par sagesse, parce qu'il a appris que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être clarifié, que tout ne vaut pas la peine d'être expliqué. Celui qui sait utiliser le silence comme bouclier et comme épée n'a pas besoin de gagner des discussions, il a besoin de maintenir son centre. C'est le véritable autocontrôle, c'est la maîtrise que les stoïciens pratiquaient et qui semble aujourd'hui éteinte parmi tant de bruit. Parce que nous vivons dans un monde où celui qui parle le plus reçoit le plus d'attention, même s'il ne dit rien de précieux, où garder le silence est interprété comme de la lâcheté, alors qu'en réalité, c'est un acte d'extrême bravoure. Parce qu'il faut plus de force pour se taire intelligemment que pour parler impulsivement. Cette vidéo n'est pas pour vous apprendre à vous taire par peur, ni pour vous réprimer. Elle est là pour vous montrer comment transformer le silence en un outil stratégique, pour que vous appreniez à parler moins et à maîtriser plus, à vous retirer lorsque vous n'êtes pas valorisé, à imposer vos limites sans avoir besoin de hausser la voix, à guérir en silence avant de réagir à partir de la douleur, et surtout, à utiliser le silence comme une déclaration de dignité, d'amour-propre et de présence. Si vous en avez assez de vous épuiser à parler à quelqu'un qui n'écoute pas, si vous en avez assez d'expliquer votre valeur à quelqu'un qui ne la voit pas, ce message est pour vous. Parce que le silence bien utilisé n'est pas une reddition, c'est une évolution. C'est la réponse de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Et ça c'est du pouvoir. 1. Quand le silence devient présence. Une personne qui garde le silence n'est pas toujours en train de céder. Parfois, elle choisit avec précision le moment exact où sa présence va peser plus que n'importe quel mot. Parce qu'il y a des silences qui n'éteignent pas mais qui illuminent, des silences qui ne cachent pas mais qui dominent, des silences qui ne supplient pas mais qui avertissent sans avoir besoin de hausser la voix. Quand un être humain apprend à rester calme, quand il maîtrise ses impulsions et n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, il devient quelqu'un qui ne peut plus être manipulé. Et ça dérange le plus. Parce que celui qui est habitué à dominer par les cris ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui ne réagit pas. Il se désespère, il se perd, parce qu'il n'a plus de contrôle. Parce que le silence bien utilisé n'est pas un vide, c'est une présence qui dit tout sans émettre un seul son. C'est le langage de celui qui n'a plus rien à prouver, de celui qui s'est déjà choisi lui-même. Tu veux savoir à quel point une personne est forte? Observe comment elle réagit quand on la provoque. Si elle s'agite, si elle cherche à se justifier, si elle tombe dans le jeu de l'autre, elle n'est pas encore prête. Mais si elle reste ferme, si elle se tait sans trembler, si son regard n'évite pas mais n'attaque pas non plus, alors tu es face à quelqu'un de dangereux. Non pas parce qu'il est agressif, mais parce qu'il s'est tellement entraîné qu'il n'y a plus moyen de le dominer de l'extérieur. Ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est une déclaration silencieuse d'indépendance émotionnelle. C'est le cri interne de celui qui a décidé de prioriser sa dignité au-dessus de tout besoin d'être compris. Parce qu'il arrive un moment dans la vie où tu comprends que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne doit pas être clarifié, et que parfois, garder le silence n'est pas se rendre, c'est prendre le contrôle total. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle l'appliquait. Il ne s'agit pas de tout supporter, il s'agit de répondre avec stratégie. Parce que parler sans contrôle, c'est exposer ton point faible. Mais garder le silence avec tempérament, c'est exposer ta force sans la montrer. Et ça déconcerte. Parce que le silence qui provient de la maîtrise intérieure est une gifle sans main. C'est le mur qui frustre le manipulateur, le miroir qui irrite le narcissique, et l'épée invisible de celui qui n'a pas besoin de crier pour couper un lien qui ne mérite plus. Maintenant pense
Combien de fois as-tu parlé en trop pour te défendre? Combien de fois t'es-tu expliqué à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas te comprendre? Combien t'es-tu épuisé à essayer de convaincre quelqu'un de ta valeur quand ce que tu devais faire était de te taire, de te retourner et de partir la tête haute? Quand le silence devient présence, il n'est plus un outil, il est une identité. C'est le sceau de celui qui ne se rabaisse pas. C'est le parfum subtil du respect de soi. Et quand tu maîtrises cela, tu n'inspires pas seulement le respect, tu inspires la peur. Parce que tu n'es plus prévisible, tu n'es plus manipulable, tu n'es plus faible. Tu es une force qui ne peut pas être négociée, et personne ne peut lutter contre quelqu'un comme ça. Alors n'explique plus, ne te justifie pas, ne supplie pas, garde le silence, et laisse ton énergie parler pour toi, parce que si tu réussis à faire en sorte que ton silence ait plus d'impact que tes mots, alors ta présence est suffisante. Et ça, crois-moi, c'est un niveau que très peu atteignent. 2. Là où on ne t'entend pas, ne reste pas non plus. Sais-tu ce qui fait plus mal que d'être ignoré? Continuer à rester là où on ne t'écoute plus, là où tes mots rebondissent contre des murs froids, là où tes idées sont minimisées, où tes émotions sont vues comme des exagérations, où chaque tentative de parler est une perte d'énergie. Et pourtant, tu restes là, en espérant que quelque chose change, qu'on te comprenne, qu'on t'écoute enfin. Mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont déjà décidé de ne pas le faire, parce que celui qui ne valorise pas ta voix ne mérite pas ta présence. Le silence fait mal quand il vient de l'autre, mais il blesse encore plus quand il vient de toi vers toi-même. Quand tu décides de te taire pour ne pas déranger, pour éviter les conflits, pour ne pas perdre le peu qu'on te donne, c'est là que tu te trahis, c'est là que tu te fragmentes. Parce qu'il n'y a rien de plus dévastateur que de te taire pour conserver une place où on a cessé de t'écouter depuis longtemps. Et c'est là que la leçon entre en jeu. Le silence n'est pas toujours de la résistance. Parfois, c'est aussi une forme de dignité, de partir, de rompre la chaîne qui te lie à une validation qui n'arrivera plus. Parce que rester là où on ne t'entend pas, c'est crier dans un vide qui se nourrit uniquement de ton épuisement. Et si tu ne te réveilles pas, si tu ne prends pas la décision de fermer la porte, cet endroit finira par te briser en 1000 morceaux. Les stoïciens parlaient de ne pas dépendre de la reconnaissance externe pour maintenir la tranquillité interne. Épictète le répétait encore et encore. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais notre interprétation d'elles. Et sais-tu ce que tu interprètes chaque fois que tu restes là où on ne t'écoute pas, que tu ne mérites pas d'être entendu, que ta voix ne vaut rien, que tes limites n'ont pas d'importance, et cela ne détruit pas seulement ton estime de soi, cela enterre ta dignité en silence. Regarde, tu n'es pas ici pour supplier de l'attention. Tu n'es pas venu au monde pour justifier chaque émotion, ni pour devenir une version éditée de toi-même pour être accepté. Celui qui t'aime, t'écoute. Celui qui te respecte te prête attention sans que tu aies à la demander. Celui qui te valorise te regarde dans les yeux quand tu parles. Ne mets pas ton âme sur la table pour que quelqu'un l'ignore. N'explique pas ta douleur à celui qui a déjà décidé de l'appeler drame. Alors, que faire? Tu pars, pas avec colère, pas avec des cris. Tu pars en silence, mais avec toute ta dignité intacte. Parce que quand tu pars sans scandale, sans menace, sans supplication, l'autre personne le ressent. Et pas parce qu'elle te manque, mais parce que ton absence pèse plus que tes mots. Parce qu'au final, celui qui a le pouvoir n'est pas celui qui supplie, c'est celui qui se retire sans rancune. Ce monde est plein de personnes qui ne réagissent que lorsqu'il est déjà trop tard. Et tu n'es pas ici pour rester à attendre. Tu es ici pour retrouver ton centre, pour protéger ta voix, pour utiliser le silence, non pas comme une punition, mais comme une barrière qui marque la fin de l'accès à ton énergie. Alors souviens-toi, là où on ne t'entend pas, ne reste pas non plus. Parce que ton silence n'est pas de la soumission, c'est une sortie élégante. C'est le rugissement de la dignité dans sa forme la plus sereine. Et celui qui ne t'a pas écouté quand tu parlais
qu'il reste avec l'écho de ton absence, qu'il apprenne, dans le silence le plus absolu, ce qu'il a perdu. 3. Que tes limites soient ressenties, non hurlées. Les limites ne se demandent pas, elles s'imposent, pas avec violence, pas avec scandale, mais avec une fermeté silencieuse qui n'admet pas de négociation. Parce que celui qui se respecte vraiment n'a pas besoin d'expliquer 1000 fois où est la limite. Il le montre par des actes, il le transmet par son énergie, et quand quelqu'un franchit la ligne, il ne fait pas de scandale, il disparaît simplement. Trop souvent, nous confondons la pose de limite avec la dispute. Nous crions, nous pleurons, nous exigeons. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est que celui qui crie a déjà perdu une partie du contrôle. Il a déjà laissé l'émotion prendre le dessus. La vraie limite n'a pas besoin de hausser la voix. Elle se sent, elle se perçoit. C'est cette vibration interne qui fait que les autres réfléchissent à 2 fois avant de franchir la ligne avec toi. Non pas parce que tu leur as dit quelque chose, mais parce que tu l'irradies, parce que tu as une présence, parce que ta voix et ton regard ne tremblent pas quand tu dis « jusqu'ici ». Et comment y arrive-t-on? En s'entraînant. Parce que celui qui ne se connaît pas réagit, celui qui ne s'est pas confronté à lui-même explose. Mais celui qui s'est travaillé, qui a vécu des trahisons, des abus, des mépris, et qui reste debout malgré tout, apprend à imposer des limites sans se détruire dans le processus. Il apprend que tout ne mérite pas une réponse émotionnelle, que parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de ne pas entrer sur le champ de bataille, parce que tu sais que ta paix est plus précieuse que n'importe quelle victoire absurde. Les stoïciens ne parlaient pas de limites avec des mots modernes, mais ils vivaient selon des principes qui les représentaient. La tempérance, par exemple, était la maîtrise de soi face au chaos, la capacité d'agir sans se perdre. Et c'est là la vraie limite, celle que tu places entre ce que tu permets et ce que tu ne toléreras plus jamais. Mais tu ne le cries pas, tu le vis. Tu en fais une règle interne, et celui qui ne la respecte pas est simplement exclu. As-tu remarqué comment certaines personnes font ce qu'elles veulent avec toi et te disent ensuite « Je ne savais pas que ça te dérangeait » Sais-tu pourquoi cela arrive? Parce que tes limites n'étaient que dans ta tête, pas dans ton comportement? Parce que tu les as criées un jour et ignorées le lendemain? Parce que tu voulais qu'on te comprenne, mais tu n'as pas eu la fermeté de soutenir ce que tu disais? Et là, tu perds ton autorité. Tu deviens prévisible, malléable, manipulable. Poser une limite n'est pas faire une scène, c'est ne pas répondre aux messages qui manquent de respect, c'est ne pas aller à l'endroit où tu sais qu'on te détruit, c'est dire non sans trembler, même si l'autre n'aime pas ça. C'est fermer la porte sans laisser une fente par laquelle la manipulation peut s'infiltrer. C'est ne pas avoir peur qu'on te traite d'égoïste pour te prioriser. Et le plus important, c'est de maintenir la limite quand vient l'épreuve. Parce qu'ils vont venir te tester, ils vont essayer de la franchir à nouveau, ils vont te provoquer pour que tu cries, pour que tu exploses, pour que tu réagisses comme avant. Mais c'est ton examen. Là, tu montres que tu n'es plus le même, que tu ne cèdes plus, que ton silence, ta distance et ta fermeté sont inébranlables. Le respect ne se mendie pas, il se projette. Et si tes limites sont claires, le monde le sait. Parce que tu n'as plus besoin de t'expliquer, tu n'as pas besoin de te battre, tu as juste besoin de regarder avec fermeté, de garder le silence et de faire ce que tu as à faire, sans excuse, sans regret. Et quand tu arrives à ce point, plus personne ne joue avec toi, parce qu'ils savent qu'avec quelqu'un comme toi, il n'y a pas de marge d'erreur. Et 4, le assez qui ne tremble pas. Dire assez devrait être un acte de dignité, pas une supplication. On ne le dit pas en pleurant, on ne le dit pas en tremblant, on ne le dit pas en espérant que l'autre comprendra. On le dit avec la conviction de celui qui n'est plus prêt à se trahir une fois de plus. Parce que si le assez sort de la faiblesse, on va te piétiner. Mais s'il sort de l'âme, de la colère contenue, de l'amour-propre accumulé en silence, alors le monde l'écoute, même si tu le dis à voix basse. Combien de fois as-tu dit assez mais tu es revenu? Combien de fois as-tu promis que c'était la dernière fois mais tu as craqué au premier message?
Combien de fois as-tu fait dépendre ta dignité de la réaction de l'autre? Ce n'était pas un « assez », c'était un cri d'aide déguisé. Et tu le savais, parce qu'au fond, tu sentais aussi que tu n'étais pas encore prêt à lâcher prise. Mais quand le vrai « assez » arrive, tout change. Il n'est pas nécessaire de l'annoncer. Tu n'as pas besoin de poster des histoires, de donner des explications, de faire des allusions. Tu te fiches de savoir s'ils comprennent ou non. Tu pars simplement. Tu fermes la porte de l'intérieur. Et tu ne reviens pas. Non pas parce que tu es, non pas parce que tu veux faire du mal, mais parce que tu as enfin compris combien tu vaux. Parce que tu es enfin fatigué d'attendre que quelqu'un d'autre le voie. Ce moment, cette seconde exacte où ton corps ne peut plus supporter, où ton esprit fait clic, où ton cœur se durcit, non pas par rancune, mais par protection. C'est là que naît le « assez » qui ne tremble pas. Celui qui marque un avant et un après. Celui qui ne recule pas. Celui qui fait peur parce qu'il est définitif. Les stoïciens parlaient de la nécessité d'agir conformément à la nature rationnelle de l'être humain. Et il n'y a rien de plus rationnel que de savoir quand il n'y a plus rien à sauver. Quand continuer à se battre, c'est se faire du mal. Quand continuer à justifier, c'est se rabaisser. Quand la seule victoire est de partir avec ce qui reste de toi, au lieu de rester pour perdre ce qui te soutient encore. Le « assez » stoïcien ne vient pas de l'ego, il vient de la clarté. Il ne naît pas de la haine, il naît de la limite. Il est sec mais juste, il est froid mais nécessaire, il est dur mais salvateur. Et c'est ce qui le rend si puissant. Parce que quand tu le dis du fond du cœur, il n'y a plus de retour en arrière. Tu ne négocies plus, tu ne supplies plus, tu n'attends plus que l'autre change. Parce que tu as déjà changé. Et tu sais ce qui se passe quand tu le dis comme ça? L'autre reste en état de choc, parce qu'il s'attendait à te voir supplier. Il s'attendait à te voir faible. Il s'attendait à ce que tu recules comme toujours. Mais non, pas cette fois. Cette fois, il y a une force différente dans tes yeux. Cette fois, tes mots n'ont pas besoin de volume. Ils ont du poids. Cette fois, tu n'as pas besoin de pleurer. Ton silence dit tout. Cette fois, tu ne trembles pas. Et c'est ce qui frappe le plus. Alors, n'aie pas peur de ce « assez ». Ne le réprime pas. Ne le déguise pas. Ne le repousse pas. Parce que chaque fois que tu le repousses, quelque chose en toi se brise. Et tu as déjà perdu trop de parties de toi en attendant que quelqu'un d'autre te valorise. Dis « assez », mais dis-le vraiment. Que ta voix ne tremble pas. Que ta décision ne tremble pas. Parce que quand ce « assez » naît de ton essence, le monde comprend que tu n'es plus quelqu'un avec qui on peut jouer. 5. Pars avant de te briser. Parfois, le plus courageux n'est pas de tenir bon, c'est de partir. Pas quand tout est déjà détruit, pas quand tu ne peux plus, pas quand ta voix s'éteint, mais avant de te briser, avant de devenir quelqu'un que tu ne reconnais même pas, avant que ton âme ne s'use tellement que tu n'as plus la force de pleurer. Partir n'est pas toujours abandonner. Parfois, c'est l'acte d'amour-propre le plus élevé que tu peux avoir envers toi-même. Mais on nous a appris le contraire. On nous a dit que le fort est celui qui reste, celui qui résiste, celui qui se bat jusqu'à la fin. On nous a mis dans la tête que partir est un échec, que partir est abandonner, que couper quelque chose qui te fait mal est égoïste. Et c'est pour ça que tu t'es brisé tant de fois. Parce que tu as confondu loyauté et sacrifice, parce que tu as cru que aimer, c'était tout supporter, parce que tu as attendu si longtemps qu'à la fin, il ne restait plus rien de toi. Et tu sais quel est le problème? On s'habitue à la douleur, au mépris, à l'attente, à ne pas être écouté. Tu t'adaptes, tu apprends à survivre avec une âme blessée, à faire semblant que tout va bien alors qu'à l'intérieur tu t'éteins. Mais cela a un prix. Et ce prix, tôt ou tard, se fait payer avec de l'anxiété, du vide, de la fatigue qui ne se guérit pas en dormant. C'est pourquoi cette leçon n'est pas pour quand tu es déjà à terre. Elle est pour avant, pour que tu apprennes à lire les signes, pour que tu n'arrives pas au point où il est déjà trop tard. Parce que partir quand tu es entier, c'est de la dignité.
Mais partir quand tu es déjà en miettes, c'est juste un acte d'urgence. Les stoïciens n'attendaient pas que la vie les détruise pour agir. Ils s'entraînaient à résister, oui, mais ils savaient aussi quand se retirer intelligemment. Sénèque disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Et si tu ne sais pas quand dire « jusqu'ici », le vent t'emporte et te détruit. Tu n'es pas ici pour supporter ce qui te prive de ta paix. Tu n'es pas né pour soutenir des liens qui n'existent que si tu les forces. Tu n'es pas obligé de rester dans un endroit où tu dois cacher qui tu es pour être accepté. Tu n'as pas à payer avec ta santé mentale le prix de ne déranger personne. Va-t'en, mais ne fuis pas. Retire-toi avec conscience, pas avec douleur. Avec la certitude que tu mérites quelque chose de mieux, pas avec désespoir. Parce que quand tu parles à tête haute, non pas en victime mais en maître de toi-même, quelque chose change. Ton énergie change. Ta façon de te regarder dans le miroir change. Ce que tu acceptes change. Ce que tu projettes change. Et crois-moi, quand tu changes cela, tout ton monde change avec toi. Tu sais ce qui est le pire que tu peux faire ? Attendre un signe extérieur pour te donner la permission de partir. Il ne viendra pas. Personne ne te donnera le feu vert. Personne ne te félicitera pour t'être choisi. Parce que la plupart des gens sont habitués à ceux qui restent brisés, qui supportent, qui se taisent, qui pardonnent sans limite. Ne sois pas un de plus. Si quelque chose te détruit, n'attends pas de te briser pour agir. Si quelque chose te consume, n'attends pas d'être vide pour t'en rendre compte. Si quelque chose t'éteint, n'attends pas de devenir une ombre pour dire « assez ». Apprends à partir entier. Apprends à te retirer avant de perdre ce qui a le plus de valeur, ta paix, ton identité, ta force. Et si tu le fais à temps, tu ne te sauves pas seulement, tu te transformes. 6. Ferme la bouche jusqu'à ce que l'âme guérisse. Parler avec l'âme brisée est comme essayer d'écrire avec les mains qui saignent. Tout ce que tu touches est taché. Quand tu parles depuis la douleur, les mots ne sortent pas propres. Ils sortent chargés de colère, de rancœur, de choses que tu ne ressens pas toujours, mais qui à cet instant semblent vraies. Et puis, quand la tempête passe, tu regrettes. Combien de fois as-tu dit quelque chose que tu ne voulais pas parce que tu ne savais pas te taire? Combien de fois t'es-tu détruit en parlant depuis la blessure? Le silence, dans ces moments, n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection. C'est le bouclier qui te sauve de toi-même. Parce que quand l'âme est blessée, le pire que tu peux faire est de réagir, parler sans penser, tirer des mots comme des balles que tu ne peux pas récupérer ensuite. Fermer la bouche jusqu'à la guérison ne signifie pas avaler ce que tu ressens. Cela signifie te donner le temps de le comprendre, de le traiter, pour que quand tu parles, tes mots ne soient pas du poison, mais la vérité. Nous vivons à une époque où tout se dit immédiatement. Réseaux sociaux, messages impulsifs, discussions qui commencent et se terminent en quelques secondes. Personne ne veut attendre. Personne ne veut se taire. Tout le monde veut avoir le dernier mot. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que le silence stratégique est beaucoup plus puissant que la réponse rapide. Parce que pendant que l'autre parle par impulsion, toi, tu réfléchis. Pendant que l'autre crie, toi, tu observes. Pendant que l'autre s'épuise, toi, tu grandis. Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce quand elle ne réagit pas à chaque provocation. Que le véritable contrôle n'est pas sur le monde, mais sur soi-même. Et fermer la bouche au milieu de la douleur est l'acte suprême de l'autocontrôle. Parce que le silence dans ces moments n'est pas vide, c'est un espace pour que le calme revienne, pour que la clarté te trouve, pour que ton prochain mot ne naisse pas de la colère, mais de la sagesse. Mais pourquoi est-ce si difficile pour nous de nous taire? Parce que ça nous fait mal de sentir que l'autre a le dernier mot. Parce que nous voulons nous défendre, nous voulons être compris, nous voulons gagner. Cependant, chaque fois que tu parles sans contrôle, tu perds. Tu perds la paix, tu perds le respect, tu perds la force. Le véritable pouvoir n'est pas d'avoir raison, mais de ne pas avoir besoin de la crier. Ferme la bouche jusqu'à ce que l'âme guérisse. Non pas pour cacher ta douleur, mais pour ne pas parler depuis elle. Non pas pour te réprimer,
mais pour te guérir. C'est comme laisser une blessure se reposer. Si tu la touches tout le temps, elle ne ferme jamais. Si tu la laisses tranquille, elle cicatrise. Et quand tu parles depuis cette blessure déjà fermée, tes mots auront un poids différent. Ils seront plus clairs, plus fermes, plus à toi. Tu sais ce qui se passe quand tu apprends à faire ça? Tu deviens imprévisible. Parce que tu ne réagis plus comme avant. Tu ne donnes plus ce qu'on attend de toi. Et ça déconcerte. Ton silence devient inconfortable pour les autres parce qu'ils ne savent pas ce que tu penses. Ils ne savent pas ce que tu vas faire. Ils ne savent pas à quel moment tu vas parler. Et quand tu le fais avec une force que personne ne peut ignorer. Alors, ne te sens pas faible pour te taire. Ne te sens pas moins pour garder le silence pendant que tu guéris. Parce que celui qui garde ses mots jusqu'à ce qu'il comprenne sa douleur n'est pas faible. Il est sage. Et quand il ouvrira la bouche, sa voix sera impossible à ignorer. 7. Ne payez pas votre paix avec votre silence. Il y a des silences qui libèrent, et il y a des silences qui emprisonnent. Le premier est celui que vous choisissez, le second est celui qu'on vous impose. Et lorsque votre silence cesse d'être un outil d'autocontrôle pour devenir une forme de soumission, de peur, d'auto-abandon, quelque chose en vous commence à mourir en silence aussi. Vous êtes-vous tu par peur de déranger, par peur de paraître trop sensible, pour éviter un conflit que vous saviez nécessaire? Alors, vous savez ce que c'est que d'avaler des mots qui vous étouffent. Vous savez ce que c'est que de faire semblant d'aller bien quand votre âme se décompose à l'intérieur. Vous savez ce que c'est que de payer votre paix avec une prétendue stabilité, simplement parce que vous avez peur de perdre le peu qu'on vous donne. Mais ce n'est pas de la force, c'est se sacrifier pour soutenir des liens fragiles. C'est s'enterrer vivant au nom de l'harmonie. Et le pire, c'est que vous vous y habituez. À faire semblant, à sourire quand vous n'en avez pas envie, à dire « il ne se passe rien » alors que tout se passe, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous regardiez dans le miroir et que vous ne sachiez plus qui vous êtes. Les stoïciens parlaient d'agir toujours conformément à la vertu, et la vertu n'est pas de se taire quand quelque chose vous fait mal. La vertu est de savoir quand parler et quand se taire. C'est de savoir que votre silence doit être un choix conscient, pas une imposition émotionnelle. Parce que si vous utilisez le silence pour éviter votre propre vérité, vous n'êtes pas fort. Vous fuyez vous-même. Ne confondez pas la sérénité avec la résignation. Le silence du sage vient de la clarté. Mais le silence de celui qui craint de perdre, de celui qui se sent inférieur, de celui qui avale sa vérité pour ne pas être abandonné, ce silence vous détruit lentement. Il vous vide. Il vous transforme en spectateur de votre propre vie. Savez-vous combien de fois vous vous êtes trahi pour éviter un conflit? Combien de fois saviez-vous que vous deviez poser une limite, mais avez préféré vous taire? Combien de fois avez-vous dû avaler vos larmes pour ne pas paraître faible? Et le plus douloureux, c'est qu'à la fin, il ne remercie même pas votre silence. Il l'interprète comme du conformisme, comme de la faiblesse, comme une invitation à continuer à franchir vos limites. Parler n'est pas synonyme de perdre le contrôle. Parfois, la véritable paix n'arrive pas avant que vous osiez dire ce qui vous fait mal, jusqu'à ce que vous exprimiez ce que vous avez eu pendant si longtemps. Jusqu'à ce que vous arrêtiez de demander la permission de ressentir. Parce que personne ne devrait vous obliger à payer le prix de la paix avec le silence de votre âme. Et attention, il ne s'agit pas d'exploser. Il ne s'agit pas de se battre. Il s'agit de s'exprimer avec fermeté, avec clarté, avec vérité. Parce que la vraie paix ne se construit pas sur des silences imposés. Elle se construit sur l'authenticité, sur des limites claires, sur des mots qui naissent du respect de soi, pas de la peur. Alors, demandez-vous, utilisez-vous le silence comme une forme de protection ou comme une forme de disparition? Vous taisez-vous pour protéger votre énergie ou pour ne pas déranger ceux qui ne se donnent pas la peine de vous comprendre? Parce que si votre silence vous vole la paix, ce n'est pas du silence, c'est de la soumission. Et vous n'êtes pas ici pour vivre à genoux. Récupérez-vous. Récupérez-vous de toutes ces fois où vous avez eu ce qui brûlait.
de toutes ces fois où vous avez avalé ce qui vous brûlait, de toutes ces fois où vous avez été poli avec celui qui vous détruisait. Ne le faites plus. Ne payez plus avec votre bien-être pour conserver ce qui n'a plus de valeur. Votre paix ne se négocie pas, votre voix ne s'éteint pas, votre dignité ne se tait pas. 8. Un silence qui nettoie, pas qui pourrit. Le silence peut être un baume ou un poison. Il peut te purifier ou te pourrir de l'intérieur. Tout dépend de ce que tu en fais. Il y a des silences qui t'aident à penser, à guérir, à te retrouver. Mais il y a aussi des silences qui te mangent l'âme, qui t'intoxiquent lentement, qui te remplissent de choses non dites jusqu'à ce que tu exploses ou que tu t'éteignes complètement. Sais-tu quelle est la différence? L'intention. Parce que tout silence n'est pas noble. Il y a des silences qui accumulent la colère, qui gardent du ressentiment, qui se remplissent de mots non dits, qui se transforment ensuite en distance, en mur, en absence. Et cela ne nettoie pas. Cela empoisonne. Parce que lorsque tu tais ce qui te blesse sans le traiter, ce que tu fais n'est pas guérir. C'est cacher. Et ce qui est caché pourrit. Le silence sain est celui qui te permet de voir clairement. Celui qui t'éloigne du bruit pour que tu entendes ce dont tu as vraiment besoin, celui qui te donne de l'espace pour ressentir, pour comprendre, pour organiser ce qui se passe en toi. C'est le silence qui nettoie, qui transforme, qui te laisse plus léger après l'avoir vécu, mais l'autre, celui que tu utilises pour éviter le conflit, pour ne pas affronter ta propre ombre, celui-ci devient une prison invisible. Il te garde silencieux à l'extérieur, mais criant à l'intérieur. Et il n'y a pas de paix possible lorsque tu es en guerre avec toi-même. Les stoïciens n'étaient pas muets. Ils étaient sages. Ils savaient quand parler et quand se taire. Et quand ils choisissaient le silence, ils le faisaient comme un acte de pouvoir, pas de peur. Ils utilisaient le silence pour se connecter à leur centre, pour ne pas réagir impulsivement, pour comprendre avant d'agir. C'est le silence qui te renforce, pas celui qui te détruit. Combien de fois t'es-tu fait du mal en gardant le silence, juste pour maintenir le calme? Combien de fois as-tu tué des choses importantes parce que tu avais peur que parler les briserait sans te rendre compte qu'elles étaient déjà brisées? Combien de fois as-tu prétendu que tout allait bien juste pour éviter une conversation inconfortable? L'inconfort que le mauvais usage du silence évite se paie cher. Parce que ce qui n'est pas dit reste, et ce qui reste se transforme, en douleur, en anxiété, en ressentiment. C'est pourquoi il ne s'agit pas de tout taire, il s'agit de savoir ce qui mérite d'être dit, comment, quand et à qui. Il s'agit de choisir, pas de se réprimer. Parle quand ce que tu dis construit. Tais-toi quand ton silence est une pause pour te comprendre, mais ne te tais jamais par peur de perdre. Parce que ce qui est soutenu par des silences forcés ne dure pas, et ce qui t'oblige à taire l'essentiel t'éteint. Le silence qui nettoie est celui qui te ramène à toi, celui qui te sort du chaos, celui qui te permet de voir de l'extérieur ce qui te consumait de l'intérieur, celui qui t'oblige à te confronter, pas à te cacher. Ce silence est inconfortable, oui, parce qu'il te confronte à tes pensées, à ta douleur, à ta vérité. Mais il te nettoie, il te libère, il te transforme. Alors si tu vas garder le silence, que ce soit pour guérir, pour retrouver ton centre, pour décider clairement, pas pour accumuler plus de poids dans la poitrine, pas pour continuer à cacher ce qui fait déjà mal, parce que si ton silence ne te guérit pas, il te tue. Et tu n'es pas ici pour pourrir de l'intérieur pendant que tu souris à l'extérieur. Tu es ici pour renaître dans le calme, pour nettoyer l'âme et pour faire du silence ta plus grande source de pouvoir, pas ta tombe. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Un bâtiment ne s'effondre pas du jour au lendemain, mais une simple fissure non réparée suffit pour que, avec le temps,
tout s'écroule. Il en va de même pour toi. Tu ne tombes pas soudainement. Tu t'épuises petit à petit, de l'intérieur, chaque fois que tu ignores ce que tu sais devoir affronter. Et si tu ne répares pas cette fissure interne, peu importe à quel point tu peins la façade, tôt ou tard, tout s'effondre. Ce n'est pas un discours de motivation vide, c'est une confrontation directe, parce que le véritable changement ne commence pas lorsque le monde t'applaudit, mais lorsque tu en as assez de vivre en mode automatique, portant des blessures que tu aurais déjà dû cicatriser, répétant des schémas qui te laissent stagner, prétendant que tu vas bien quand tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas. La transformation personnelle profonde n'est pas de la magie, ni une inspiration momentanée. C'est une guerre mentale, c'est de la discipline émotionnelle, c'est te reconstruire brique par brique depuis le silence. Depuis la façon dont tu penses, la façon dont tu te parles, l'énergie que tu projettes, les décisions que tu prends quand personne ne te voit. Cette vidéo ne vient pas te dire que tout ira bien, elle vient te dire que rien n'ira bien si tu continues à laisser ton esprit être ton geôlier. Si tu ne maîtrises pas tes pensées te maîtriseront. C'est ainsi que ça fonctionne, et celui qui ne veut pas le comprendre, qu'il continue à fuir. Mais tu n'es pas ici pour continuer à fuir. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 leçons stoïciennes, applicables, réelles. Des leçons qui, si tu décides de les intégrer, peuvent te redonner le contrôle que tu as perdu. Il ne s'agit pas de te motiver, il s'agit de te montrer que la seule façon de changer ta vie est de commencer à te changer toi-même, même si ça fait mal. Parce que ça fait mal, mais ça libère aussi. Ceci est pour celui qui est prêt à se reconstruire, non pas à partir de l'ego, mais à partir de l'essence, à partir de la maîtrise interne. Et si c'est toi, écoute attentivement, parce que ce qui vient n'est pas doux, c'est nécessaire. 1. Marche comme si tu étais déjà celui qu'on ne voit pas encore. Un arbre n'attend pas d'être grand pour avoir des racines profondes. Dès la première pousse, il agit déjà comme ce qu'il va être, ferme, constant, silencieux, mais inarrêtable. Tu devrais faire de même. Parce que si tu continues à marcher comme la version faible que tu ne veux plus être, peu importe combien tu rêves de changer, tu resteras le même. Personne ne se transforme en attendant que le monde le valide d'abord. La transformation commence lorsque tu agis à partir de ce qui n'est pas encore visible, mais qui vit déjà en toi. Marcher comme si tu étais déjà celui que tu veux être n'est pas de la prétention. C'est s'engager envers ta vision intérieure. C'est bouger avec posture, avec détermination, avec intention. C'est choisir de ne plus te comporter comme la version qui doute, qui rampe, qui se cache. Parce que chaque pas que tu fais à partir de cette ancienne mentalité renforce le personnage qui te retient. Et cela doit mourir si tu veux avancer. Tu sais exactement comment marche, comment pense, comment réagit et comment s'exprime la personne que tu veux être. Le problème est que tu attends de te sentir prêt pour commencer à te comporter ainsi. Mais cela n'arrivera jamais. Tu ne te sentiras jamais assez si tu ne te permets pas d'agir comme si tu l'étais déjà. Pourquoi? Parce que l'identité ne se trouve pas, elle se construit. Et elle se construit à travers le mouvement. Marcher comme si tu étais déjà cette version future est un acte de rébellion contre ton esprit conditionné. C'est te regarder dans le miroir et te voir différemment, même lorsque la réalité ne le confirme pas encore. C'est soutenir ta colonne vertébrale, même si tu trembles encore à l'intérieur. Parce que tu sais que si tu continues à attendre d'être bien pour agir différemment, tu vas attendre toute ta vie. Les stoïciens ne parlaient pas d'imaginer des futurs. Ils parlaient d'incarner la vertu maintenant. Pas demain, pas quand les circonstances s'améliorent. Maintenant. Parce que la seule chose que tu contrôles est ce moment. Alors, si tu sais déjà qui tu veux être, commence à le démontrer. Ne l'annonce pas, ne l'explique pas. Vis-le simplement. Commence à parler plus clairement. Marche avec assurance. Ne baisse pas la tête devant des personnes qui n'ont aucune autorité sur ta vie. Prends en charge tes paroles, ton énergie, ta présence. Parce que chaque petit acte renforce une identité. Et tu décides laquelle tu nourris.
celle du toi faible qui attend la permission, ou celle du toi fort qui a déjà choisi de grandir. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Ce n'est pas de la prétention, c'est de l'anticipation. C'est te permettre de vivre à partir de la vision, pas du passé. Parce que si tu continues à agir à partir de ce que tu as été, tu continueras à créer ce que tu connais déjà. Mais si tu agis à partir de ce que tu vas être, tu commences à construire ce que tu n'as jamais eu. Alors lève-toi, respire, redresse ta posture, parle moins et écoute plus. Regarde dans les yeux. Arrête de te justifier. Arrête de te rétrécir. Tu n'as pas besoin que personne ne le voie encore. Tu sais ce que tu fais. Marche comme si tu étais déjà celui qu'on ne voit pas encore. Parce que si tu ne le fais pas d'abord, personne ne le fera pour toi. Quand tu comprendras vraiment, ta vie ne se sentira plus jamais pareille. Parce que tout change quand tu changes d'abord. 2. Si ta voix intérieure ne te pousse pas, change-la. L'esprit peut être comme un couteau. Il peut te couper ou te libérer. Tout dépend de la façon dont tu l'utilises. Et beaucoup de gens passent leur vie avec une voix intérieure qui ne guide pas, mais qui punit, qui n'inspire pas, mais qui sabote. Une voix qui, chaque fois que tu essaies d'avancer, murmure des doutes, de la peur, de la culpabilité, de la honte. Et le pire, c'est que la plupart des gens ne la remettent même pas en question. Ils la croient, ils lui obéissent, ils la normalisent. Mais cette voix qui te fait couler n'est pas toi. C'est un vieil enregistrement, une programmation inconsciente formée par des années de critiques, d'échecs, de peurs étrangères, de commentaires qui t'ont marqué. C'est un mélange de ton passé, pas une expression de ton pouvoir présent. Si ta voix intérieure ne te pousse pas à avancer, à te lever, à te demander avec respect et à croire en ton potentiel, alors ce n'est pas une voix sage, c'est une interférence. Et la seule façon de rompre avec cette interférence est d'intervenir. Tu ne peux pas changer ta vie avec un esprit qui te traite comme un ennemi. Tu dois lui apprendre à te parler différemment, pas à partir de l'ego, mais de la direction. Pas à partir du jugement, mais de la responsabilité. Pas à partir de la peur, mais de la clarté. Imagine un instant que tu t'entraînes avec quelqu'un qui, chaque fois que tu échoues, t'insulte. Qui, chaque fois que tu doutes, se moque. Qui, chaque fois que tu te lèves, te dit « ça ne sert à rien, tu vas retomber ». Combien avancerais-tu avec quelqu'un comme ça ? Eh bien, c'est exactement ce que tu fais quand tu permets à ton esprit de te parler sur ce ton. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Et cette interprétation naît du dialogue interne. Si ton esprit interprète chaque erreur comme un désastre, chaque émotion comme une menace, chaque tentative comme une perte de temps, alors tu vis enfermé dans une prison sans barreaux, mais avec une voix qui ne te laisse pas sortir. Changer ta voix intérieure ne signifie pas te parler avec des phrases vides. C'est créer une narration qui te soutient quand tu faiblis. C'est te dire ce que tu as besoin d'entendre, pas ce que ta peur veut répéter. C'est apprendre à identifier le ton avec lequel tu te traites et à l'arrêter quand il ne sert plus. Te parles-tu comme un leader ou comme une victime? Comme quelqu'un qui prend le contrôle ou comme quelqu'un qui se plaint toujours? Ton dialogue interne te rappelle-t-il ta direction ou ne fait-il que répéter tes échecs? Commence par remarquer cette voix. Écoute-la attentivement. Et chaque fois que tu te surprends à te parler comme tu ne parlerais même pas à ton pire ennemi, arrête, respire, change-la, remplace-la par quelque chose que te dirait la version de toi qui a déjà surmonté cette étape. Parle-toi comme si tu étais quelqu'un de précieux, parce que tu l'es. Tu n'as pas besoin d'attendre d'arriver pour te traiter avec respect. Tu as besoin de te traiter avec respect pour pouvoir arriver. Et si aujourd'hui tu sens que ton esprit est ton pire ennemi, souviens-toi de ceci. Tu peux le réentraîner. Tu peux construire une voix intérieure qui ne te tire pas vers le bas, mais qui te pousse. Mais cette voix n'apparaît pas toute seule. Elle se crée. Elle s'entraîne. Elle se répète jusqu'à ce qu'elle devienne ta nouvelle normalité. Si ta voix intérieure ne te pousse pas, change-la. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi.
Et alors, tu resteras prisonnier d'un esprit qui ne fait que répéter ce qu'il a appris à craindre. Tu n'es pas ici pour avoir peur. Tu es ici pour transformer. Commence par la façon dont tu te parles. 3. Vise ta victoire avant que le monde ne la confirme. Un sculpteur n'attend pas que la pierre devienne d'elle-même une œuvre d'art. Il la voit déjà, même lorsque personne d'autre ne le fait. La victoire intérieure fonctionne de la même manière. Si tu n'es pas capable de la vivre de l'intérieur, avec conviction, avec présence, avec discipline, personne à l'extérieur ne viendra te l'accorder. Le monde ne fait que confirmer ce que tu as d'abord choisi d'incarner en silence. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu le vis d'abord, ensuite cela se voit. Mais le problème, c'est que la majorité fait tout à l'envers. Ils attendent de se sentir en sécurité pour agir avec confiance. Ils attendent de réussir pour avancer avec détermination. Ils attendent d'être reconnus pour se croire capables. Ils attendent des résultats pour se traiter en gagnant. Et ainsi, les années passent, en attendant, en cédant leur pouvoir à l'extérieur, à l'imprévisible, à ce qu'ils ne contrôlent pas. Tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse pour commencer à agir avec grandeur. Tu dois d'abord y croire toi-même. Parce que si tu ne peux pas soutenir ta valeur quand personne ne te voit, tu ne pourras pas non plus la soutenir quand tout le monde la verra. Le vrai succès ne naît pas du bruit. Il naît du caractère, de cette force intérieure qui te dit « continue ». Même s'ils ne voient rien, même s'ils ne comprennent pas, même si tu n'as aucune garantie. Vivre ta victoire est une attitude. C'est te lever chaque jour et te comporter comme quelqu'un déjà engagé dans son processus, pas comme quelqu'un qui dépend de l'humeur du moment. Parce que si tu as besoin que tout se passe bien pour avancer, alors tu ne maîtrises encore rien. Mais si tu peux rester ferme, même quand tout est incertain, alors tu as déjà gagné. Parce que tu ne renonces pas. Et attention, cela ne signifie pas délirer sur un futur idéal. Il ne s'agit pas d'imaginer des châteaux en Espagne. Il s'agit de vivre de manière cohérente avec tes valeurs, ta vision, ton but, de te comporter avec la même dignité maintenant que lorsque tout ira bien. Parce que si tu n'as pas de respect pour toi dans l'ombre, tu n'en auras pas non plus quand viendra la lumière. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce quand elle n'a pas besoin de témoins. C'est là la clé. Tu es le témoin principal de ta propre vie. Et si toi, tu ne valides pas ton effort, si toi, tu ne te prends pas au sérieux, pourquoi attendre que les autres le fassent? Personne ne confirmera ce que tu n'as pas affirmé en premier. Vivre ta victoire, c'est aussi cesser de mendier l'approbation. C'est arrêter d'expliquer tes rêves à ceux qui ne sont pas capables de les comprendre. C'est protéger ton énergie comme si tu étais déjà la personne que tu es destiné à devenir. Parce que si tu vis comme quelqu'un qui doute encore, le monde te traitera comme quelqu'un qui n'a pas décidé. Mais si tu vis comme quelqu'un qui s'est déjà choisi, même le rejet te renforce. Réfléchis à cela. Et si tout ce que tu attends qu'il se passe dépendait du fait que tu commences à agir comme si c'était déjà en train d'arriver? Et si ta nouvelle vie avait besoin de te voir prêt avant de se présenter? Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la préparation, c'est de l'alignement. C'est déclarer par tes actions que tu es prêt, même si tu n'as pas toutes les réponses. Car celui qui vit sa victoire avant de l'avoir crée le chemin que d'autres n'osent pas encore emprunter. Alors, ne t'invente plus d'excuses, n'attends plus d'être validé. Choisis d'avancer comme quelqu'un qui se possède déjà, parce que lorsque ta victoire devient ta manière de vivre, le monde n'a plus d'autre choix que de s'adapter. Tout commence là, là où tu choisis d'y croire avant que les autres y croient. 4. N'interprète pas un rôle, incarne ton essence. Un acteur peut tromper tout le monde, sauf lui-même. Il peut apprendre le script, maîtriser les gestes, provoquer des émotions chez les autres. Mais à la fin de la journée, quand le rideau tombe, il sait qu'il faisait semblant. Et toi, combien de fois par jour fais-tu tomber le rideau avec toi-même? Combien de ce que tu fais est réel? Et combien n'est qu'un jeu pour t'intégrer, ne pas déranger, être accepté? La majorité ne vit pas. Elle joue un rôle. Elle s'adapte à l'environnement comme un caméléon qui oublie sa couleur d'origine. Elle change le ton de sa voix, sa façon de parler, ses opinions,
voir ses désirs, juste pour plaire, pour s'intégrer, pour éviter le rejet. Mais vivre ainsi, ce n'est pas vivre, c'est se trahir. C'est construire une identité empruntée et oublier qui l'on est vraiment. Quand tu interprètes un rôle trop longtemps, tu finis par croire que ce rôle, c'est toi. Et c'est là que le vrai problème commence. Parce que tu te perds, tu te déconnectes de ton essence. Tu commences à vivre une vie façonnée par les attentes des autres, et non par ta vérité. Et le plus tragique, c'est que tu ne t'en rends même pas compte, jusqu'au jour où dans le silence, tu ne reconnais plus qui tu es. L'essence n'a pas besoin d'applaudissements. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle ne crie pas, ne rivalise pas, ne ment pas. Elle est simplement. Mais pour y accéder, tu dois avoir le courage d'enlever les masques, de cesser de jouer, de supporter l'inconfort qu'implique le fait d'être authentique dans un monde qui célèbre le superficiel. Sénèque disait que l'âme se blesse en prétendant être ce qu'elle n'est pas. Et il avait raison. Chaque fois que tu fais semblant d'aller bien, alors que ce n'est pas le cas, chaque fois que tu acceptes ce que tu ne veux pas, chaque fois que tu souris pour ne pas déranger, tu éteins une partie de toi. Tu dis « Ma vérité ne mérite pas d'être montrée ». Et cela te brise de l'intérieur. Mais incarner ton essence n'est pas facile, ce n'est pas confortable, parce que cela implique de te confronter à toi-même. Cela signifie arrêter de jouer pour commencer à vivre depuis le centre, depuis ce que tu ressens vraiment, ce que tu penses, ce que tu crois. Cela implique de décevoir certains, d'en déranger d'autres et de lâcher tout ce qui ne résonne pas avec toi. Mais cela implique aussi la liberté, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que de marcher dans la vie sans avoir besoin de jouer un rôle. Commence par t'observer. Quand es-tu vraiment toi-même? Quand joues-tu un rôle? Qui essaies-tu d'impressionner et pourquoi? Quelle partie de toi caches-tu pour ne pas perdre quelque chose qui, en réalité, ne te comble même pas? Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois seulement être vrai. Tu n'as pas besoin d'être aimé de tous. Tu dois seulement être cohérent avec toi-même. Parce que lorsque tu vis depuis ton essence, tu attires ce qui t'est réellement destiné. Le reste s'écroule de lui-même. Et oui, parfois ça fait mal. Mais cela guérit aussi. Quand tu choisis de ne plus interpréter de rôle, tu te libères d'un poids qui n'a jamais été le tien. Tu commences à parler avec plus de clarté, à bouger avec plus d'assurance, à respirer sans peur. Ton énergie change, ta présence a de l'impact, et ton chemin s'aligne. Parce que tu ne gaspilles plus ta force à maintenir une image, tu utilises cette force pour te construire de l'intérieur. Alors regarde-toi avec honnêteté, lâche le personnage, ressens l'inconfort, et ensuite décide avec fermeté de vivre depuis ton centre. Pas pour être parfait, mais pour être vrai. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de masques, il a besoin de plus de personnes qui osent incarner leur essence, sans permission, sans peur, sans script. C'est là que commence la véritable transformation, là où tu cesses de jouer et commences à exister. 5. Abat les idées qui te retiennent. Une cage n'a pas besoin de barreaux d'acier pour te garder à l'intérieur. Il suffit d'une idée mal semée. Il suffit que tu penses que tu ne peux pas, tu ne vaux rien, ce n'est pas pour toi, ou c'est comme ça et c'est tout. Et le plus dangereux, c'est que ces idées ne crient pas. Elles murmurent, elles ne s'imposent pas, elles se normalisent, elles se camouflent en vérité absolue. Et toi, sans t'en rendre compte, tu finis par construire toute ta vie autour d'elles. Beaucoup de personnes ne sont pas piégées par la réalité, elles sont piégées par leur façon de penser. Elles ne vivent pas selon ce qu'elles désirent, elles vivent selon ce que leur esprit leur permet. Et si ton esprit est rempli de croyances héritées, de blessures non résolues ou de mots que quelqu'un t'a dit quand tu étais vulnérable, alors tu ne décides pas. Tu répètes. Les idées qui te retiennent ne sont pas évidentes. Parfois, elles se déguisent en prudence, en humilité, en réalisme. Mais si derrière cette humilité, il y a de la peur, si derrière cette prudence, il y a de la résignation, alors ce n'est pas une idée sage, c'est une prison mentale. Et personne ne viendra te libérer de celle-ci si tu ne le fais pas d'abord. Pense à ceci.
Combien de fois ne t'es-tu pas risqué à cause d'une phrase qui se répète dans ta tête depuis des années? Je ne suis pas assez. Je vais sûrement échouer. Il est trop tard pour moi. Qui t'a dit ça? Et pourquoi continues-tu à le répéter comme si c'était une loi? Parce qu'une croyance que tu ne remets pas en question te gouverne. Le stoïcisme ne te dit pas « crois en toi » comme une phrase vide. Il te dit « examine ton esprit ». Sois brutalement honnête avec ce que tu penses et pourquoi tu le penses. Sénèque ne parlait pas de motivation, il parlait de philosophie pratique. Quelles idées soutiens-tu? Te servent-elles ou te sabotent-elles? Te poussent-elles ou te paralysent-elles? Abattre une idée limitante ne consiste pas seulement à penser positivement, c'est lui faire une autopsie, voir d'où elle vient, pourquoi tu l'as crue et combien de pouvoir tu lui as donné. C'est comprendre que souvent tu ne progresses pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu obéis à des pensées qui ne t'appartiennent pas. Et une fois que tu les as identifiées, tu dois les affronter, avec des actions, pas des excuses. Parce que ce sont seulement dans l'action que les croyances limitantes sont démenties. Si tu penses que tu n'es pas discipliné, prouve-le en étant constant. Si tu penses que tu n'es pas capable de tenir un objectif, tiens-le même si ton âme tremble. Parce que les idées ne s'éteignent pas avec des mots, elles sont détruites par des actes. Chaque fois que tu fais quelque chose que ton esprit disait que tu ne pouvais pas, tu brises une chaîne. Chaque fois que tu agis selon ta vérité et non selon la peur, tu retrouves la liberté. Et chaque fois que tu remets en question ce que tu prenais pour acquis, tu ouvres un espace pour te reconstruire à un nouveau niveau de conscience. Abattre des idées n'est pas confortable, parce que cela implique de lâcher des identités. Cela implique d'accepter que tu as eu tort, que tu as gaspillé des années à croire des choses fausses. Mais cela implique aussi du pouvoir, parce que si cette idée n'était pas vraie, alors tu peux maintenant en choisir une nouvelle. Et cela, même si cela fait mal, te redonne le contrôle. Alors regarde-toi en face, détecte quelles idées continuent à dicter tes décisions, écris-les si nécessaire, lis-les à haute voix, et ensuite, en pleine conscience, décide si tu vas continuer à leur obéir ou si tu vas commencer à les démolir, une par une. Tu n'es pas ce qu'on t'a appris à croire, tu es ce que tu oses remettre en question. Et si tu as le courage d'abattre les idées qui te retiennent, tu découvriras que la plupart de tes limites n'ont jamais été réelles. Elles ont été apprises, et aujourd'hui, enfin, tu peux les désapprendre. 6. Fais en sorte que chaque petit geste construise ton futur toi. Une cathédrale ne se lève pas avec de grands gestes héroïques, elle se construit pierre par pierre, jour après jour, avec des mains fermes et de la patience. Il en va de même pour toi. La version forte, stable et claire que tu désires tant ne se forme pas avec des décisions dramatiques d'un seul jour, mais avec de petits actes constants qui, bien qu'ils semblent insignifiants, définissent qui tu es en train de devenir. Tout ce que tu fais compte, ou cela te construit, ou cela te tire vers le bas. Beaucoup croient que le changement arrive avec des moments épiques, le jour où tu démissionnes, où tu te déclares, où tu recommences à zéro. Mais non, le vrai changement se cache dans l'invisible, dans ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si aujourd'hui, juste aujourd'hui, tu choisis d'agir comme la personne que tu dis vouloir être, même si personne ne le remarque, même si tu n'as pas envie, même si personne ne te récompense pour cela. Le piège est d'attendre le moment idéal pour commencer, parce qu'il n'y a pas une telle chose. Le futur toi que tu désires n'apparaîtra pas soudainement. Tu es en train de le sculpter maintenant, en ce moment, dans la façon dont tu réponds à la mauvaise humeur, si tu laisses le lit fait, si tu tiens parole envers toi-même, si tu choisis de t'entraîner même si tu es fatigué. Si aujourd'hui tu décides de nourrir ton esprit au lieu de te perdre dans les distractions. Marc Aurèle le disait sans détour, « Ce que nous faisons maintenant, en ce moment, définit le reste de notre vie. » Et il avait raison. Chaque petit geste que tu répètes façonne ton identité. Peu importe si c'est un sourire ou une plainte, un oui impulsif ou un non ferme. Tout parle de toi, tout te programme, et la plupart des gens ne s'en rendent pas compte.
Le problème est que nous sous-estimons le petit. Nous croyons que l'important est le visible, ce qui brille, ce qui frappe. Mais non. Le futur toi se construit avec la discipline de l'invisible, avec la cohérence dans le quotidien, avec les décisions silencieuses qui ne génèrent pas de likes, mais qui génèrent du caractère. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu nourris aujourd'hui ? Quelle version de toi renforces-tu avec tes actes? Parce que si chaque petit geste est une pierre, tu décides si tu construis une forteresse ou une prison. Tu décides si ce que tu fais te rapproche de ce que tu veux être ou renforce ce que tu ne veux plus être. Et non, il ne s'agit pas de t'obséder avec chaque mouvement. Il s'agit de conscience, d'être éveillé, de comprendre qu'il n'y a rien de neutre, que chaque fois que tu choisis la discipline plutôt que le confort, tu envoies un message à ton esprit. Je suis quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Que chaque fois que tu choisis le respect de ton énergie plutôt que de plaire à tout le monde, tu renforces ton centre. Et que chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que l'apparence, tu nourris ton essence. Fais le simple, fais le petit, mais fais le réel. Bois de l'eau au lieu du café si tu es déjà anxieux. Lève-toi 5 minutes plus tôt pour commencer sans hâte. Éteins le téléphone quand tu sais que tu as besoin de silence. Élimine une excuse. Respire avant de répondre. Regarde dans les yeux. Corrige ta posture. Dis non quand tu veux dire non. C'est aussi de la transformation. N'attends pas demain pour commencer à devenir qui tu sais déjà que tu peux être. Tu n'as pas besoin d'une grande révolution. Tu as besoin de 1000 petites décisions alignées. Parce qu'au final, tu n'es pas ce que tu prévois. Tu es ce que tu pratiques. Alors aujourd'hui, même si cela semble peu, fais-le avec intention. Parce que chaque petit geste, répété avec discipline, te rapproche, pas à pas, de ce futur toi que tu ne désires pas seulement, mais que tu mérites. 7. Ne réagis pas, respire et reprends le contrôle. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il t'emporte. Si tu le domines, il t'emmène loin. Mais quand tu réagis sans réfléchir, quand tu réponds à l'impulsion et non à la conscience, ce que tu fais, c'est lâcher les rênes et laisser ce cheval courir à toute allure, te menant directement au regret. Et c'est ce que beaucoup font. Ils vivent en réagissant à un mot mal dit, à un message mal interprété, à une situation inattendue. Ils s'énervent, crient, se vexent, s'accélèrent, et après, quand la poussière retombe, ils se sentent vides, coupables, frustrés, parce qu'ils savent qu'ils n'étaient pas eux qui ont agi, c'était leur blessure, leur peur, leur ego. Mais tu n'es pas ici pour continuer à répéter ce schéma. Tu es ici pour apprendre à freiner, à reprendre le contrôle, parce que celui qui réagit dans le désordre donne le pouvoir à l'autre. Et celui qui respire avant d'agir devient maître de lui-même. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as besoin de présence. Et la présence naît lorsque tu respires avant de permettre à quelque chose d'extérieur d'entrer dans ton système et de te déstabiliser. Épictète disait que ce n'est pas ce qui se passe qui t'affecte, mais ce que tu décides de penser à ce sujet. Et cette pensée, cette interprétation, naît à la seconde exacte entre le stimulus et la réponse. Là, juste là, c'est là que tu peux tout changer. Si tu respires, si tu te tais un moment, si tu observes au lieu de réagir, alors tu as une véritable chance d'agir avec maîtrise et non avec impulsion. Beaucoup de gens confondent maîtrise avec répression. Mais il ne s'agit pas d'avaler ce que tu ressens. Il s'agit de ne pas laisser ce que tu ressens te contrôler. C'est une différence énorme, parce que celui qui avale tout explose tôt ou tard. Et celui qui se laisse emporter par tout détruit des relations, des opportunités et sa propre paix. Mais celui qui respire, traite et décide calmement, celui-là entraîne son pouvoir. Imagine que chaque réaction que tu ne contrôles pas est comme donner une partie de ton énergie. Un regard agressif, un mot inutile, une réponse impulsive, tout cela t'épuise, te draine, et le pire, t'éloigne de qui tu essaies d'être. Alors,
La prochaine fois que quelque chose te sort de ton centre, fais ceci. Pause. Ne cours pas pour répondre, ne cours pas pour te justifier, ne cours pas pour attaquer. Respire. Ressens ce que tu ressens sans avoir besoin d'agir à partir de là. Et quand ton esprit s'est éclairci, réponds. Si c'est encore nécessaire. Et si ce n'est pas le cas, continue ton chemin la tête haute, parce que tu viens de faire quelque chose que beaucoup n'arrivent pas à faire. Ne pas te laisser gouverner. Le véritable pouvoir ne se démontre pas en criant plus fort, ni en réagissant plus vite. Il se démontre dans la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de se défendre de tout, que son énergie vaut plus qu'une discussion, que sa paix intérieure n'est pas à vendre. Et oui, au début c'est dur, parce que nous sommes programmés pour réagir, pour nous défendre, pour sauter à chaque menace. Mais souviens-toi de ceci. Chaque fois que tu choisis de respirer au lieu de réagir, tu désactives ce vieux programme, tu réécris ton histoire. Se maîtriser n'est pas une tâche d'un seul jour, c'est une pratique quotidienne, c'est le silence intentionnel, c'est la pause consciente, c'est choisir de répondre avec sagesse, non à partir de la blessure. Alors, grave-toi ceci, ne réagis pas, respire, observe, et ensuite agis à partir de ton centre. C'est là que se trouve ta véritable force. Et ce petit espace de conscience entre le stimulus et la réponse peut changer toute ta vie. 8. Que l'impatience ne te vole pas ce que le temps est en train de créer. Un arbre ne pousse pas plus vite parce que tu le regardes tous les jours avec anxiété. Le silence ne se transforme pas en musique parce que tu exiges des résultats immédiats. Et tu ne te transformeras pas en précipitant des processus qui nécessitent maturité, pas vitesse. Mais c'est ce que fait l'impatience. Elle sabote ce que le temps construisait avec précision. L'impatience est l'un des plus grands ennemis de la croissance réelle, parce qu'elle te convainc que si quelque chose n'arrive pas maintenant, cela n'arrivera jamais. Elle te presse, te rend nerveux, te pousse à abandonner juste avant que le changement commence à se faire sentir. Et le plus grave, elle te fait oublier que les processus internes profonds ne sont pas visibles au début, mais se ressentent et s'accumulent. Nous vivons à une époque qui idolâtre l'immédiat. Tout doit être rapide, visible, quantifiable. Si nous n'avons pas de résultats en une semaine, nous pensons déjà que quelque chose ne va pas. Si nous ne voyons pas de progrès externe, nous supposons que nous sommes stagnants. Mais ce n'est pas le cas. La véritable transformation se produit dans l'invisible, dans ce que tu ne peux montrer à personne, dans les jours où tu doutes mais continues, dans les fois où tu tombes mais ne renonces pas. Marc Aurèle le disait clairement, « Ce qui grandit lentement prend des racines profondes. » Et cela s'applique à tout ce qui compte vraiment. Ta force émotionnelle, ta clarté mentale, ta capacité à tenir bon quand tout tremble. Rien de tout cela ne se forme en quelques jours. Cela se construit avec patience, avec constance, avec foi en ce qui n'est pas encore visible. L'impatience est une forme de méfiance. C'est dire à la vie, « Je ne crois pas que cela fonctionnera si je ne le vois pas tout de suite. » Et quand tu penses ainsi, tu commences à te saboter. Tu changes de direction tout le temps. Tu te compares au progrès des autres. Tu sautes d'habitude en habitude sans approfondir aucune. Et tu finis avec 1000 débuts et aucun résultat réel. Mais si au lieu de cela tu décides de faire confiance au processus, quelque chose change. Tu deviens plus fort, plus solide. Tu commences à valoriser le travail silencieux. Celui qui n'a pas d'applaudissements, mais qui a des racines. Parce que tu comprends que tout ce qui est construit avec patience se soutient avec puissance. Et tout ce qui est obtenu à la hâte s'effondre facilement. Le problème n'est pas que tu avances lentement. Le problème est que tu crois que aller lentement est égal à ne pas avancer. Parce que chaque jour que tu choisis ton processus, même si tu ne vois pas un grand changement, tu brises l'inertie du passé. Tu démontres que tu n'es plus quelqu'un qui abandonne facilement. Et cela vaut plus que n'importe quel résultat rapide. Cultiver la patience est un acte de pouvoir. C'est te rappeler que l'important n'est pas combien il te reste, mais combien tu es engagé dans le chemin. C'est regarder tes pas avec fierté,
même si tu es encore loin de l'objectif. C'est savoir que le temps n'est pas ton ennemi, il est ton allié si tu fais ta part. Alors, respire. Arrête de te demander des résultats immédiats. Arrête de te demander chaque jour si tu as déjà assez changé. Ressens-le, vis-le, fais confiance. Parce que ce que tu cultives en toi a besoin de temps pour fleurir. Et si tu l'abandonnes maintenant, tu vas perdre une récolte qui était déjà en route. La transformation n'est pas pour les anxieux, elle est pour les constants. Pour ceux qui comprennent que chaque jour où tu répètes le geste correct, tu construis quelque chose qui en vaut la peine. Alors, ne te précipite pas, ne te sabote pas, ne laisse pas l'impatience te voler ce que le temps est en train de créer avec sagesse. Ton moment viendra si tu ne pars pas avant. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.